Bonsoir à toutes et tous. On va laisser peut-être les derniers arrivants s'installer. Allez, je vous propose d'attaquer. Je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir. Je remercie une nouvelle fois Monsieur le Président Seyer, au tribunal des activités économiques, de nous accueillir pour cette conférence dont le thème articulation entre les statuts et les actes extrastatutaires sera animé par Madame le professeur Julia Hennick, professeur à l'Université Sorbonne. Pour animer cette conférence également, mes confrères Denis Marcheteau, avocat cabinet Chamas Marcheteau, spécialiste en conseil droit des sociétés, et Renaud Giraud, de l'autre côté, avocat cabinet Selmé-Giraud, plutôt contentieux des affaires. Et pour vous présenter le thème de ce soir, Monsieur le Président, je vous cède immédiatement la parole. Monsieur, marche? Ça marche? Ouais. Monsieur le Président, Madame la professeure, cher maître, Monsieur le Président de la Chambre commerciale, fait l'honneur d'être parmi nous, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. C'est toujours un honneur que d'ouvrir dans cette grande salle d'audience les travaux que l'association Droit et Commerce consacre, et en particulier ce soir, à l'articulation entre les statuts et les actes extrastatutaires. Je remercie son président, maître Jérôme Carle, d'avoir choisi le tribunal des activités économiques de Paris, qui figure au premier rang des juridictions appelées à connaître de ces contentieux pour cette rencontre, et je vous salue toutes et tous. Le sujet est sans doute l'un des plus délicats du droit des sociétés. D'un côté, les statuts, loi de la société, publique, opposable à tous. De l'autre, le pacte d'associés, un contrat le plus souvent confidentiel, qui n'engage que ses signataires et dont la violation se résout d'ordinaire en dommages et intérêts. Tout tient dans leur rencontre, dans leur confrontation, et dans cette question, assiste-t-on à l'émergence d'un principe de primauté des statuts. Alors ce sujet, il a pour moi rien d'abstrait. Et je vais évoquer une affaire, en particulier une conciliation
Alors vous allez dire, mais comment puis-je parler d'une conciliation? Simplement parce que les partis m'ont autorisé à en parler. De quoi s'agit-il? Michel Dumonneau s'en souvient. En 2024, j'ai été appelé à concilier la Poste d'un côté et SFR de l'autre, à l'occasion de la cession de la Poste Télécom à Bouygues Télécom. Jusque-là, rien de particulier. La cession d'un MVNO, c'est-à-dire un opérateur virtuel de télécommunications, dans lequel la Poste détenait 51% et SFR, l'opérateur en réalité, 49%. Tout s'y trouvait, tous les ingrédients de notre soirée. Un pacte qui stipulait une obligation de sortie conjointe, un drag along, comme le disent les anglo-saxons, qui permet aux majoritaires d'entraîner le minoritaire dans une cession portant sur la totalité du capital, et, de l'autre côté, un agrément statutaire, alors formellement celui de l'ASPI, mais en réalité, dans une société à deux associés compte tenu des règles de majorité, l'agrément de l'autre associé, dont on pouvait soutenir qu'il pouvait faire obstacle à la sortie forcée. Je dois à la vérité avouer que ce ne sont pas les subtilités du droit des sociétés qui ont en définitive rapproché les parties. Ce qui a fini par mettre tout le monde d'accord, c'est que l'offre de Bouygues avait en réalité une date limite. Date plus courte que un jugement du tribunal, suivi d'un appel, suivi vraisemblablement d'un pourvoi, aurait donné aux parties. J'en ai retiré d'ailleurs une conviction de praticien. Le meilleur instrument d'articulation entre les statuts, c'est parfois une échéance. Mais ce cas, si particulier soit-il, nous invite à regarder au-delà de la seule hiérarchie des normes. À bien y regarder, il n'y avait même pas de conflit. L'agrément, on peut le penser, était surtout conçu pour filtrer l'entrée d'un nouvel associé là où l'un demeure, et il n'avait pas, selon certains, vocation à régir une sortie totale de l'entreprise, où nul ne reste. Et c'est bien là ce que dessine la jurisprudence récente, notamment l'arrêt du 12 octobre 2022, la loi d'attractivité 2024 et encore en 2025. Non pas une primauté absolue des statuts, mais une seule primauté que l'on pourrait qualifier de fonctionnelle. Là où la loi leur réserve un monopole, la direction, les décisions collectives, la stabilité du capital, et singulièrement dans les SAS, les statuts l'emportent. Ailleurs, le pacte conserve toute son autonomie sur le terrain qui est le sien, celui des effets entre les parties. Transfert de titres, engagement de vote, prix, pénalité. La question n'est donc plus de savoir lequel prime, mais bien de tracer la frontière, et c'est tout l'art du rédacteur. À nos intervenants d'en parler. Alors, le conseil, le contentieux et l'université réunie, c'est tout ce que cette question appelle. Et je leur cède bien volontiers la parole en remerciant encore l'Association Droit et Commerce. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi immédiatement d'associer mes remerciements à ceux qui ont déjà été exprimés par le président de l'association Droit et Commerce pour nous accueillir une nouvelle fois dans cette très belle salle et toujours plus impressionnante quand on est à cette place que quand on est dans la salle du tribunal des activités économiques de Paris. Alors, le thème que nous avons choisi ce soir est effectivement celui de l'articulation entre les statuts et les actes extrastatutaires et nous avons pensé que pour en parler, il était quand même beaucoup plus confortable d'être trois. L'université, le contentieux et peut-être ce que l'on entend moins souvent ou ce que l'on lit moins souvent concernant ces questions en droit des sociétés, également la position de l'avocat conseil qui intervient donc en amont, un rôle éminemment stratégique puisque c'est celui de la rédaction, non seulement des pactes, mais également des statuts. Alors, pour commencer, peut-être quelques précisions à titre liminaire sur
titre que nous avons choisi pour cette conférence, l'articulation entre les statuts et les actes extrastatutaires. Alors c'est vrai que quand on dit acte extrastatutaire, le praticien de droit des sociétés pense immédiatement pacte extrastatutaire. C'est un réflexe bien naturel puisque c'est l'acte en pratique le plus important et le plus stratégique. Mais cette catégorie des actes extrastatutaires est en réalité beaucoup plus large que les seuls pactes, puisqu'elle comprend des figures qui peuvent être extrêmement diverses et variées, comme le règlement intérieur, comme le cas échéant un contrat de cession de droits sociaux conclu entre les associés, comme un acte signé par l'ensemble des associés, quel que soit son objet, ou encore comme un courrier tout simple adressé aux dirigeants par l'associé unique d'une société. Et d'ailleurs, si l'on observe la jurisprudence en la matière, et on le fera naturellement dans l'heure et demie qui nous est consacrée, eh bien, on se rend compte que finalement, un nombre assez important de décisions concerne non pas nécessairement des pactes extrastatutaires, mais plus largement cette catégorie des actes extrastatutaires. Et en pratique, bien sûr, ce sont les pactes qui retiennent le plus l'attention, les pactes extrastatutaires, les pactes d'actionnaires, les pactes d'associés qui ont pour objet d'organiser, à côté des statuts, en complément des statuts, les relations entre les associés, des éléments de la gouvernance, du fonctionnement de la société, avec, comme l'a souligné le président Sayer, ce qui fait leur succès, une plus grande discrétion que les statuts, puisqu'ils n'ont pas vocation à être publiés, une plus grande souplesse également, puisque leur modification ne requiert pas toutes les formalités qui sont imposées pour les statuts. La difficulté, c'est que ces actes, que sont les pactes, sont assez difficiles à définir, et d'ailleurs, il n'existe pas de définition légale des pactes d'associés ou d'actionnaires, pas plus d'ailleurs que de définition jurisprudentielle. Tout au plus peut-on trouver des définitions doctrinales, des accords de volonté ayant un caractère parasocial, des accords qui complètent les statuts, des accords qui gravitent autour de la société, les associés, leurs droits sociaux, leur fonctionnement, et qui sont généralement qualifiés par leur localisation à côté, en dehors, à l'extérieur de nos statuts. La difficulté également concernant ces pactes, qui amène parfois des questions concernant leur définition, ce sont leurs signataires. Pacte d'associés ou d'actionnaires, ça paraît assez évident, ce sont des contrats conclus entre des associés ou des actionnaires. Oui, mais pas que, pas toujours. Parfois, ce sont des futurs actionnaires qui vont signer le pacte, des titulaires de bons de souscription d'actions, d'obligations avec bons de souscription d'actions, etc., etc. Parfois, ce sont des dirigeants qui sont soit également actionnaires, soit qui ont vocation à le devenir. Ce sont des salariés, etc., etc. Et puis, surtout, se pose la question qui est elle aussi récurrente et qui pourra peut-être faire l'objet d'une autre discussion, de la place de la société au sein du pacte. Elle en est signataire, souvent. Elle en est partie, parfois. Elle en est gardienne, assez fréquemment. Mais quel est exactement son rôle que l'on peut, le rôle que peuvent lui donner les parties, voilà, c'est une question qui peut, à certains égards, apparaître plus mystérieuse et qui peut poser un certain nombre de difficultés juridiques qui d'ailleurs ne sont pas étrangères aux questions relatives à l'articulation entre ces deux instrumentums que sont le pacte et les statuts. Autre difficulté concernant les pactes, c'est leur qualification. C'est un contrat, ça, je pense que c'est assez indéniable. On lui applique d'ailleurs les règles du droit des contrats, mais c'est un contrat qui lui-même peut renfermer d'autres contrats, un peu à la manière des poupées russes qu'on ouvre progressivement. Et donc, dans ce contrat que constitue le pacte, on va trouver à l'article 11 une promesse, à l'article 12 une préemption, c'est-à-dire un pacte de préférence, à l'article 14 une convention de vote, à l'article 16 une clause de non-concurrence. Autant de figures qui constituent, d'un point de vue juridique, des contrats, parfois des contrats spéciaux, qui vont obéir eux-mêmes, en plus des règles du droit commun des contrats,
à certaines règles spécifiques du contrat de vente, par exemple, de la promesse, etc., etc. Et donc, cela explique sans doute que, pour l'instant, ces figures assez complexes et éminemment pratiques ne bénéficient pas d'un régime juridique propre. Ou, en tout cas, n'en bénéficiaient pas jusqu'à assez récemment, puisque grâce à la Chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment, nous commençons à avoir une amorce, un début de régime spécifique des pactes d'associés qui concerne deux questions qui ont toutes les deux trait à l'articulation entre les statuts et les pactes. La première, c'est bien sûr la très actuelle question de la durée des pactes d'actionnaires, nous y reviendrons. Et la seconde, c'est celle dont la construction est peut-être encore aujourd'hui un petit peu moins aboutie que celle de la durée, mais je ne doute pas qu'elle va progressivement se construire encore davantage au fil des années, c'est celle de l'articulation entre le pacte et les statuts, non pas sur la durée, mais sur la question des contradictions qui peuvent exister entre les stipulations des unes et des autres. Et donc, c'est le sujet qui va nous occuper ce soir. Mais avant cela, je vais céder la parole à Maître Marcheteau pour qu'il nous indique un petit peu du côté du rédacteur comment est-ce que les pactes sont appréhendés. Merci, professeur. Moi, je voudrais illustrer la nécessité de recourir à un pacte d'actionnaires en vous donnant simplement trois exemples, puisque mon rôle, c'est de parler d'exemples pratiques. Il y a quelques années, je reçois des, euh, des entrepreneurs, deux entrepreneurs qui avaient construit une belle start-up avec un troisième larron, tous issus de l'école polytechnique. Et ce troisième se fait débaucher par Google en Californie et de facto abandonne sa situation opérationnelle dans le projet. Et mes deux entrepreneurs de me dire qu'ils n'ont pas envie de travailler pendant les prochaines années pour enrichir le troisième qui dispose toujours d'un tiers du capital. Donc ils me demandent quel recours. Je leur demande s'ils ont signé un pacte. La réponse est non. Les statuts ne contiennent pas de cause d'exclusion. Je leur explique que légalement, il n'est pas possible d'exclure cet associé, de le priver de son droit à rester associé. Donc, sauf à faire une négociation, un bras devant, un bras derrière, ce qui probablement était la seule solution. S'ils avaient signé un pacte, ils auraient pu inclure les fameuses clauses de livreur, à savoir quelqu'un qui n'a plus un rôle opérationnel dans la société s'engage de céder ses titres par application d'une promesse de cession inclue dans le pacte. C'est un premier exemple. Il y a un deuxième exemple d'un investisseur privé qui avait investi de l'argent dans une société, en échange de quoi il avait reçu 20% du capital et des droits de vote. Et au fil de l'eau de financement, son 20% était devenu 6%, parce que par la mécanique de la suppression du droit préférentiel de souscription, il avait moins d'un tiers du capital. Il a vu passer les trains, pardon, de la trivialité du propos. Et il me demandait là encore comment il aurait pu éviter finalement tout ça. Le pacte d'actionnaires, le pacte d'associés lui aurait permis de faire tourner la clause d'antidilution, qui est une clause centrale de tous les pactes. Quelqu'un qui a moins de minorité de blocage veut maintenir son pourcentage au capital et participer à une tour de financement futur. Et avec cette clause-là, il aurait pu, à condition de participer dans les mêmes conditions tour de table, maintenir son pourcentage de capital. Et peut-être un dernier exemple intéressant, c'est un investisseur privé qui s'étonnait de ne recevoir aucune information de la société dans laquelle il avait investi, société non cotée, hein, par définition. Et il recevait une fois par an de l'info annuelle lors de l'AG. Et je lui expliquais encore, malheureusement, que le président appliquait la loi, toute la loi, rien que la loi. Il n'avait pas besoin ni l'obligation de lui fournir plus d'informations que ça. Et lui aurait voulu recevoir plus d'informations. Et pour ça, il aurait fallu qu'il signe un pacte dans lequel il aurait eu des droits d'information renforcés, même un reporting, dont la périodicité et le format sont habituellement discutés et négociés dans les pactes d'associés. Ce que je veux illustrer ici, c'est que pour moi, l'objectif principal des pactes, le grand intérêt du pacte, c'est de combler les carences de la loi dans des situations où un associé a besoin d'être protégé, de bénéficier de certaines protections, de certains droits, en tout cas pense qu'il est légitime qu'il reçoive ces droits,
Et c'est ce à quoi, pour moi, les pactes d'associés servent. Évidemment, quand vous conseillez un fonds d'investissement, la question ne se pose même pas, puisque le pacte est dans le package. Mais pour certains investisseurs ou certains actionnaires, certains entrepreneurs, comme vous le voyez, l'absence de pacte peut être assez néfaste. Voilà. Merci. Je remercie le président du tribunal pour son accueil et le président de l'association droit et commerce et le professeur Aniche pour leur confiance. Ma première intervention, propos introductif sur les principaux contentieux liés au pacte d'actionnaires. 5 minutes. Autant dire un programme difficile, mais que je vais essayer malgré tout de réussir. Le pacte d'actionnaires étant un contrat, se posent nécessairement les questions traditionnelles liées à la validité de ces clauses et leur exécution. Ces questions donnent évidemment lieu à un contentieux abondant qu'il est impossible de traiter de manière exhaustive, mais quelques mots sur les tendances actuelles du contentieux des pactes, avec une première partie sur la question de leur validité, avec des décisions qui font la part belle à la validité ou à la contestation de la validité des promesses de cession. Les promesses de cession s'accompagnent souvent, pour ne pas dire toujours, sur la base d'un événement qu'elle détermine d'une décote du prix. Euh, c'est le triptyque classique des clauses de cote, médium et bad liver. Alors le bad liver qui peut conduire à une sortie de l'actionnaire à un prix très bas est évidemment contesté par ceux qui le subissent. Et contester la validité des bad liver, c'est user des mécanismes traditionnels, des vices du consentement, cause de nullité des contrats, et les actionnaires visés par les bad liver de continuer, aujourd'hui comme hier, à faire feu de tout bois. Et c'est donc des cas récents au tribunal des activités économiques de Paris sur la violence qui aurait été subie par celui qui agit en nullité d'une cession d'action mais qui n'aurait accepté que sous la menace de voir le bad liver activé. Et le tribunal, en janvier 2023, de rejeter le moyen au motif que la menace d'exécution d'une clause librement consentie ne saurait constituer une violence. C'est l'erreur sous la substance qui revient encore, qui aurait été subie par celui qui soutient avoir signé un pacte comme une simple formalité administrative. Et à nouveau, le tribunal du commerce de lui dire en 2024 mais toutefois, après avoir procédé à l'analyse des échanges antérieurs à la signature, permettant de démontrer que l'actionnaire avait disposé du temps nécessaire pour étudier le pacte, et une jurisprudence encore sur le board avec des décisions à nouveau de 2023 et 2024. À ma connaissance, à chaque fois, les étant demandeurs à la nullité ont été déboutés de leur action, mais le tribunal s'est assuré à chaque fois que le demandeur avait d'une part bénéficié de l'information nécessaire, ou encore que la clause était claire, lisible et compréhensible pour celui qui s'était engagé. Au-delà des questions de validité des promesses de cession, il y a également une jurisprudence fournie sur la question de la détermination du prix. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je me permets de dire, et je le soumets évidemment aux autres participants, que je vois, moi, dans les décisions qui sont rendues, une volonté des juridictions d'assurer la sécurité juridique et la bonne exécution des pactes, avec des refus quand même assez récurrents de prononcer la nullité des clauses de prix pour indétermination. Sur l'exécution, le principe de l'exécution forcée en nature est désormais posé par l'article 1217 dans les limites de l'article 1221 du même code, du code civil, pardonnez-moi, c'est-à-dire si l'exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Ce sont des notions. Ces limites de l'article, pardonnez-moi, 1221, il n'ira pas plus bas, que l'on retrouve désormais régulièrement dans les décisions de justice sur l'exécution forcée des pactes, avec une tendance, me semble-t-il, à leur exécution forcée en nature, que ce soit par le débiteur de l'obligation, le cas échéant sous astreinte, ou par un mandataire ad hoc qui aurait été désigné par la juridiction saisie pour suppléer au débiteur de l'obligation qui est en situation de carence. Deux exemples que j'ai choisis à dessein, une ordonnance de référé du tribunal du commerce de Paris du 22 mars 2023 à propos d'un pacte qui prévoyait la tenue de plusieurs comités stratégiques annuels pour rendre compte de la situation financière d'une société. Ces comités n'étaient pas tenus. Un actionnaire mécontent saisit le juge des référés qui va désigner un mandataire ad hoc avec pour mission d'obtenir tout document financier pertinent et de convoquer le comité. Et une deuxième décision, au fond, cette fois-ci du tribunal de Paris du 16 mai 2025, à propos d'un pacte qui avait été conclu entre A et B, qui était actionnaire égalitaire d'une société par action simplifiée, et qui prévoyait une convention de vote selon laquelle A s'engageait à suivre la consigne de B en cas de révocation des mandataires sociaux. La difficulté, c'est que B était également mandataire social, et en passe d'être révoqué, qu'il a refusé de suivre la consigne. Pour le tribunal, de désigner au fond un mandataire avec permission de voter lors de l'Assemblée générale à intervenir, et non pour ordre du jour la révocation, dans le sens souhaité par A, conformément à la convention de vote. Alors,
Au-delà du fond de ces deux décisions, je les ai choisies en réalité pour les délais de procédure. Dans la première, le référé dure 5 mois. Dans la seconde, le fond dure 2 ans. C'est dire que dans la décision du tribunal du 16 mai 2025, l'actionnaire dirigeant B est demeuré dirigeant pendant 12 ans. Violation claire d'une convention de vote. C'est pas du tout un reproche, évidemment, que je fais au tribunal, c'était le choix des parties d'avoir choisi la procédure au fond. Et donc la question du choix de procédure, et c'est le sens de mon intervention, est à mon sens crucial dans le contentieux des pactes. Fond à bref délai, référé, référé d'erreur, requête non contradictoire. Le choix de la procédure peut, à mon sens, changer l'issue d'un contentieux. Je me permets de vous donner un exemple que j'ai eu à connaître en matière de dragolong. Mise en œuvre d'un dragolong stipulé à un pacte d'actionnaires. Dragolong, on connaît une offre de rachat de 100% du capital d'une société formulée par un tiers, acceptée par le majoritaire, obligeant les minoritaires dans les mêmes conditions. Les minoritaires ne veulent évidemment pas de ce dragolong, crient à la fraude, plaidant que le candidat acquéreur est un faux tiers, et initient une action en nullité de l'offre. Mais avant cela, séquestre judiciaire de leurs actions obtenues sur requête non contradictoire, compte tenu de l'urgence qu'ils décrivaient dans leur requête, notamment. Malin, parce que le séquestre judiciaire est venu bloquer. Moins malin, la procédure sur requête avait été utilisée sans justifier valablement de la dérogation au contradictoire. Résultat, nous avons obtenu la rétractation de l'ordonnance de séquestre et le dragolong va continuer sa route. C'est une ordonnance de référé du 8 octobre 2024. Dragolong n'est pas allé au bout, puisque dans la foulée, les minoritaires ont initié une procédure de référé d'erreur, ce qui a très facilement rapproché les parties. Un accord a été trouvé en l'espace de quelques jours. Plus largement, j'ai constaté, moi, dans ma pratique, et dans la pratique de confrères avec lesquels je travaille sur les dossiers, je constate qu'il y a de plus en plus de décisions de séquestre judiciaire des participations, plutôt en référé que sur requête, mais dans l'attente de l'issue de contentieux au fond. Et ces décisions sont rendues notamment lorsque le demandeur au fond, très souvent le promettant d'une clause qu'il ne veut pas voir appliquée, conteste la cause de la promesse, c'est-à-dire les motifs permettant sa mise en œuvre, c'est-à-dire leur rédaction. J'en termine sur l'importance de la rédaction, car je pense que la rédaction, le choix des mots, aura toute son importance s'agissant des éventuels conflits entre statut et pacte, sujet central sur lequel je laisse la parole au professeur Reich. Je me permets une incidente, dire que j'espère que vos délais ne sont qu'un mauvais souvenir, parce que normalement, en référé, ça doit aller substantiellement plus vite, avec un seul renvoi autorisé. On doit avoir une décision sous 2 mois à compter de l'assignation, et que le travail qu'on a fait pour réduire les délais au fond, et il y a quelqu'un dans la salle qui représente le barreau de Paris, je le salue. On est avec l'ancien bâtonnier, un nouveau protocole. On était en moyenne à 12 mois. Donc là, 2 ans, c'était vraiment au-delà de la norme. Et je pense que avec les calendriers à 15 et 21 semaines et instruction directement par le juge chargé d'instruire l'affaire des calendriers, on devrait quelque part aboutir entre 8 et 10 mois. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Voilà. Précise à Monsieur le Président, ce n'était pas une critique du fonctionnement, mais plutôt des choix stratégiques et des conseils. Donc, c'est pas. Vous m'entendez? Oui, voilà. La question donc du contentieux, vous l'avez vu au travers des exemples que vous a présenté Maître Giraud, est particulièrement fournie. La question de l'articulation entre pacte et statut l'est peut-être moins dans le contentieux, on va dire, classique des pactes d'actionnaires, mais pour autant, cette question a quand même connu d'importantes évolutions jurisprudentielles depuis quelques années. Évolution sur deux questions liées à cette articulation. D'abord, l'articulation de la durée des pactes et des statuts, et ensuite l'articulation entre les contenus divergents des statuts et des pactes. Alors, pour commencer, tout d'abord, l'articulation de la durée des pactes et des statuts. Pendant assez longtemps, finalement, il y a eu une certaine réticence de la jurisprudence à lier les deux durées. Au travers d'un arrêt, notamment du 6 novembre 2007, la Cour de cassation, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, avait considéré que l'indication dans un pacte
qui disait que le pacte avait vocation à durer aussi longtemps que les parties resteraient ensemble associées de la société, ne constituait pas un terme au sens juridique, de sorte que le pacte qui était ainsi rédigé, sans autres indications de durée, eh bien, devait s'analyser en un contrat à durée indéterminée, avec la conséquence redoutable pour la sécurité juridique et l'exécution des engagements que chaque partie pouvait y mettre fin à n'importe quel moment, sous réserve du respect d'un préavis raisonnable. Cette position avait été réitérée une dizaine d'années plus tard dans un arrêt du 20 décembre 2017 et les praticiens, mais Maître Marcheteau nous en dira plus ensuite, je pense, avaient pris l'habitude donc de stipuler des durées fixes dans les pactes, de durées voilà, relativement modeste tout de même, de peur d'encourir la sanction de la prohibition des engagements perpétuels, sanction de la prohibition des engagements perpétuels qui revient en réalité au même que l'absence de durée, puisque c'est la qualification, enfin l'application du régime des contrats à durée indéterminée avec cette fameuse possibilité d'y mettre fin à tout moment. La situation était donc telle qu'elle était jusqu'à ce que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 janvier 2023, vienne donc bouleverser l'état des choses sous l'impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, parce que si l'arrêt était rendu par la première chambre civile, c'était la chambre commerciale qui était à l'origine de la solution concernant la durée, en indiquant que la prohibition des engagements perpétuels n'interdisait pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne pouvaient y mettre fin unilatéralement. Il était donc possible pour les parties de stipuler une durée qui correspondait à celle de la société cible, de la société dont le pacte était l'objet. Cette solution était déjà un premier pas très considérable en avant sur la question de l'articulation de la durée des pactes et des statuts, puisque dans pas la plupart des cas, mais en tout cas dans un nombre considérable de situations, l'idée et celle des signataires du pacte et des associés de la société, c'est effectivement de rester liés, liés par le pacte, tant qu'ils sont liés par les statuts, tant qu'ils sont associés de la société. Et donc, cette solution était donc un premier pas vers un régime des pactes concernant la durée. Ce premier pas a été suivi d'un deuxième dans un arrêt très récent, rendu le 11 mars dernier par la Chambre commerciale, cette fois uniquement de la Cour de cassation, qui est venue compléter l'ouvrage qu'elle avait débuté en 2023 pour préciser que même si le pacte n'était pas assorti d'un terme express, donc c'est-à-dire sans même la mention qu'il était adossé à la durée de la société, eh bien, en l'absence d'éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, ce pacte était réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte, conclusion logique, qu'aucune des parties ne pouvait y mettre fin unilatéralement avant le terme prévu, c'est-à-dire la durée restant à courir de la société. Cet arrêt est une petite révolution, à la fois en droit des contrats et en droit des sociétés à plusieurs égards. D'abord, parce que il vient introduire dans un véritable régime des pactes d'actionnaires, alors concernant seulement un élément, certes, mais il faut bien commencer par quelque chose, et donc cela a été par la durée, donc les pactes d'actionnaires se voient dotés d'un régime jurisprudentiel spécifique pour leur durée. C'était déjà le cas pour les statuts, mais parce que la loi le prévoyait. C'est la loi qui prévoyait la possibilité de conclure un contrat de société pour une durée de 99 ans. Ici, c'est la jurisprudence qui vient étendre ce régime légal à une autre figure inconnue de la loi, puisque les pactes d'associés ne sont pas régis ni par le Code civil, ni par le Code de commerce. C'est le premier élément que je trouve assez remarquable dans cette jurisprudence. La deuxième, c'est qu'elle vient non pas introduire, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui existe déjà dans le Code civil, mais elle vient utiliser une figure qui est celle du terme implicite. Le terme implicite est connu donc du droit des contrats, du régime général de l'obligation, plus précisément à l'article 1305-1 du Code civil, depuis la réforme du 10 février 2016,
puisqu'il est désormais inscrit clairement dans le code que le terme peut être explicite ou express ou implicite. Mais c'est, je crois, à ma connaissance, la première fois que la jurisprudence donne cette qualification de terme implicite à un contrat, j'allais dire presque spécial, puisque le régime spécial découle de la jurisprudence, qui est donc le pacte d'associés. Et la conséquence est quand même particulièrement importante, puisqu'il en résulte que si les parties n'ont pas du tout stipulé de clause de durée, c'est-à-dire qu'elles ont oublié ou elles ont voilà, omis de prévoir une clause de durée, ou alors, et c'était le cas dans cet arrêt, si elles ont prévu une clause qu'elles pensaient sans doute être une clause de durée, mais qui finalement ne s'analyse pas véritablement comme un terme, puisque en l'espèce, le contrat comprenait une clause qui indiquait que le pacte devait rester en vigueur aussi longtemps que l'associé majoritaire et sa famille conserveraient le contrôle du groupe auquel appartenait la société considérée. Ce n'est pas un véritable terme. En ça, la Cour de cassation adopte la même solution qu'en 2007. Hein. Ce n'est pas un terme au sens juridique du terme, ce n'est pas un événement futur dont la réalisation est certaine, même si le moment de cette réalisation est incertain. Mais, j'allais dire, peu importe que ce ne soit pas un terme, puisque si ça n'est pas un terme, eh bien, il y a quand même un terme implicite, et ce terme implicite, c'est celui de la durée de la société. Donc, cette articulation entre pacte et statut arrive désormais à un point de sophistication, je veux dire, de sécurité juridique assez important dans ce qui concerne donc cette question spécifique de la durée. Il restera peut-être un ou deux points à préciser à l'avenir. La Cour de cassation ici a déjà précisé sa jurisprudence de 2023 en indiquant que c'était la durée restante à courir de la société qui devait servir de référence. En 2023, on évoquait la durée de vie de la société. C'était peut-être un tout petit peu plus flou. Ici, on comprend, enfin, en tout cas, je comprends, peut-être, serais-je contredite ou confortée, mais ce que je comprends de cette expression, c'est que la durée restante à courir ne couvre pas une éventuelle prorogation. Hein, c'est la durée qui reste à courir jusqu'au terme statutaire. Si les statuts doivent être prorogés, eh bien, à ce moment-là, le consentement pour le pacte devra également être réitéré. Donc c'est un élément que je trouve qui a été bienvenu, à indiquer, donc cette jurisprudence, voilà, est quand même assez aboutie en l'état actuel, même si peut-être certaines précisions pourront ultérieurement venir s'ajouter concernant notamment la durée de certaines des obligations prévues dans le pacte, puisque si le pacte peut durer jusqu'à 99 ans, s'il est concomitant à la conclusion des statuts, eh bien, il y a fort à parier que ce ne soit pas le cas de l'ensemble des obligations qui sont inscrites dans le pacte. Et donc, on peut penser à des conventions de vote, on peut penser à des clauses de non-concurrence, on peut penser à des clauses d'inaliénabilité, etc., etc. Et donc, des sous-durées, c'est très souvent le cas en pratique, sont naturellement prévues pour ventiler entre les différentes obligations que contient le pacte. Deuxième point, qui a fait l'objet de jurisprudence également très, très importante de la Cour de cassation ces dernières années, c'est celui de l'articulation, non plus concernant la durée, mais concernant le contenu des pactes et des statuts, et notamment de contenus divergents. Alors, pendant un certain temps, on a eu quelques arrêts qui se sont succédés dans les années 90, puis dans les années 2000, mais qui, sur cette question de l'articulation hein, entre les pactes et les statuts, lorsque le pacte dit noir et les statuts disent blanc, mais sans dégager de solution particulièrement claire. Alors certains arrêts mettaient en avant effectivement une primauté des statuts sur les pactes, d'autres semblaient s'intéresser à la chronologie. Dès lors que tous les associés ont signé le pacte, est-ce que le pacte est intervenu après les statuts? Auquel cas, on pourrait penser que ce serait une sorte d'équivalent d'avenant contractuel, en tout cas la manifestation de la dernière volonté des parties qui devrait s'appliquer. Mais il n'y avait pas voilà, d'arrêt de principe qui pouvait vraiment sécuriser cette question. Et puis, il y a eu quelques arrêts, il y a eu 2 arrêts en 2015 et en 2020 qui ont concerné une forme sociale particulière qui est la SARL.
Et donc, dans ces deux arrêts, la Cour de cassation, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a exprimé l'idée selon laquelle les associés d'une SARL pouvaient valablement déroger à une clause des statuts et s'en affranchir par l'établissement d'actes postérieurs, on trouve cette idée de chronologie, à la condition que tous les associés y consentent. Dès lors donc que l'on avait un acte unanime des associés, et en l'occurrence c'était le cas dans le cadre d'un protocole de cession, eh bien la Cour de cassation avait reconnu dans ces deux arrêts, qui en fait étaient une seule et même affaire, qui est revenue deux fois devant la Chambre commerciale, avait reconnu donc la validité d'une dérogation ponctuelle au statut. En l'occurrence, c'était la possibilité pour l'ancien dirigeant d'exercer une activité concurrente à celle de la société, qui était prohibée au titre des statuts, mais qui avait été exceptionnellement autorisée par l'ensemble des associés dans le cadre du protocole de cession. Et donc, la Cour de cassation, enfin, la Chambre commerciale, avait dégagé cette distinction, en tout cas la distinction que la doctrine avait identifiée, entre modifier et déroger. Alors, un acte extrastatutaire ne peut pas modifier les statuts, mais il peut y déroger, c'est-à-dire y apporter une sorte d'exception très ponctuelle, soumise à la loi de l'unanimité des associés. Et puis, la Cour de cassation a également été saisie d'une série de difficultés qui concernaient une autre forme sociale, qui est la SAS. Et cette question a émergé tout d'abord en 2017, au travers d'un arrêt rendu le 25 janvier 2017, puis ensuite de plusieurs autres. Dans le premier arrêt de 2017, la Cour de cassation a posé un principe nouveau, qui était le suivant: seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société a été dirigée, sur le fondement de l'article L 227-5 du Code de commerce. Alors, le cas était un petit peu à la marge. C'était un administrateur d'une société anonyme qui avait subi la transformation de sa société en SAS. Or, en parallèle, avait été conclu un pacte qui lui accordait un certain nombre de prérogatives, surtout une révision du prix de ses actions, qui était applicable uniquement s'il restait en fonction d'administrateur. Or, la SAS transformée, résultant de la transformation de la SA, ne comprenait pas dans ses statuts de conseil d'administration. Et donc la question qui se posait pour cet ancien administrateur était de savoir si oui ou non il avait quand même le droit à sa clause de révision du prix de cession, c'est-à-dire si on devait considérer qu'il était encore en fonction ou pas. Et lui avançait le fait que dans les faits, même si le conseil d'administration ne figurait plus dans le statut de la SAS, eh bien en réalité il avait quand même continué à se réunir et à fonctionner après la formation de la société. Et en face, on lui opposait bien que peut-être, mais peu importe, parce que c'était les statuts qui comptaient, et que dans les statuts, eh bien, il n'y avait pas trace d'un conseil d'administration, et que donc, factuellement, il n'était plus en fonction d'administrateur à ce moment-là. Donc, vous voyez, ce n'était pas une question d'articulation véritablement entre pacte et statut, c'était plutôt entre les faits et les statuts, mais c'est à cette occasion que la Cour de cassation a pour la première fois posé ce principe. Cette solution a été reprise dans un arrêt rendu dans la même espèce 2 années plus tard, le 20 novembre 2019, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a donc confirmé cette solution, considérant qu'effectivement, dès lors que les statuts ne prévoyaient pas de conseil d'administration, on ne pouvait pas considérer que cette personne avait conservé ses fonctions d'administrateur. Puis, la question est revenue vers la Chambre commerciale 3 ans plus tard, alors pas dans la même espèce, hein, naturellement, mais dans un arrêt rendu le 12 octobre 2022, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser un petit peu cette jurisprudence et de la développer. L'espèce ici n'était pas non plus celle d'un pacte d'actionnaires, c'est la raison pour laquelle dans l'introduction je vous indiquais que voilà, la jurisprudence était dans les faits beaucoup plus riche, dans la diversité des situations hein, que les seuls pactes, mais elle s'applique naturellement également, et en premier lieu au pacte d'actionnaires. En l'espèce, c'était l'associé unique d'une SASU qui avait, dans un courrier concomitant à sa désignation, indiqué au directeur général de la société qu'il bénéficierait d'une indemnité en cas de révocation.
Pas de chance, les statuts prévoyaient exactement le contraire, c'est-à-dire que le dirigeant était révoqué sans aucune indemnité et à tout moment. Et donc, la question s'est posée de l'articulation entre ces deux actes que constituent d'une part les statuts et d'autre part la lettre adressée par l'associé unique de la SASU. Et la Cour de cassation a ici considéré, au double visa de l'article L227.1 et de l'article L227.5 du Code de commerce, que les statuts d'une SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et que si les actes extrastatutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. Cette solution a été reprise dans un arrêt du 9 juillet 2025, dans une espèce assez aussi près que la société par action simple n'était pas personnelle, elle était pluripersonnelle, et que l'acte en question, l'acte litigieux, contraire au statut, n'était donc pas un acte de l'associé unique, mais était une décision prise à l'unanimité par l'ensemble des associés. Et donc, la Cour de cassation a étendu sa jurisprudence au-delà des pactes, au-delà des actes extrastatutaires, à toutes les décisions des associés, en indiquant que si une décision des associés peut compléter les statuts, elle ne peut y déroger sur la question spécifique de la direction de la société, toujours au double visa de L227.1 et L227.5. La situation est un peu différente parce que les associés s'engagent personnellement dans un acte extrastatutaire et c'est un arrêt rendu le même jour par la Chambre commerciale, le 9 juillet 2025, qui complète cette population, si j'ose dire, entre les différents actes, puisque ici, la Cour de cassation considère que le fait dans un pacte extrastatutaire, pour le coup, c'était vraiment un pacte, cette fois-ci un protocole d'investissement, mais ça pouvait être considéré de pacte, de, je cite, sincère pour que la décision de nomination du dirigeant prévoit le versement d'une indemnité en cas de révocation, alors même que les statuts prévoyaient le contraire, c'est-à-dire toujours pareil, pas d'indemnité, eh bien, cette disposition de l'acte extrastatutaire n'était cette fois pas contraire au statut, et que donc, elle pouvait engager la responsabilité, en cas échéant, des signataires. Pourquoi? Eh bien, parce que ce n'était qu'un engagement personnel des signataires du protocole d'investissement qui peut sans doute s'analyser en une sorte de promesse de porte-fort. Je vous garantis que je vais faire le nécessaire pour que, eh bien, il vous soit permis de toucher l'indemnité. Et donc, en sous-jacent, je pense que c'est une sorte de qualification de convention de vote qu'on évoquait tout à l'heure, qui en fait aurait permis de modifier les statuts pour autoriser le versement de cette indemnité, le cas échéant, aux dirigeants. Alors, d'un mot, quel bilan faire de ces différentes jurisprudences? Je pense qu'il reste encore un certain nombre de points à clarifier sur la question de l'articulation entre dispositions contradictoires. Le premier point, ça sera de préciser le champ de la règle de primauté qui a été initiée par les arrêts que je viens d'évoquer. Le champ rationné personné, tout d'abord, quelles sont les sociétés concernées? Est-ce que c'est seulement la SAS qui est concernée par le principe qui a été établi parce que ce sont les textes visés, parce que l'attendu de la Cour de cassation vise explicitement cette forme sociale? Est-ce que c'est dans cette forme sociale que la loi renvoie au statut pour un certain nombre de points? Est-ce que la jurisprudence de 2015-2020 sur les SARL vaudrait encore si elle était représentée devant les juridictions? Qu'en serait-il des autres formes sociales, si c'était une société civile qui était concernée, si c'était une autre forme, n'importe quelle autre forme sociale? Donc ça, c'est le premier point, je pense, qui sera à préciser. Le deuxième, c'est toujours le champ de la règle, cette fois rationné, matériel, c'est-à-dire ces jurisprudences sont de manière indiscutable applicables aux questions de direction de la société. La Cour de cassation l'a suffisamment répété. Est-ce qu'elles seraient applicables à d'autres questions? On pense notamment à la question de la prise des décisions sociales, puisque l'article L227.9 reprend une formulation qui est très proche de l'article L227.5. Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'elles prévoient.
Est-ce que donc cette jurisprudence serait étendue, confirmation que cette jurisprudence pourrait être étendue à ces questions, avec les conséquences, lorsque, par exemple, les pactes contiennent des droits de veto ou des majorités renforcées? Est-ce que ça viendrait contredire les statuts qui prévoient une autre forme d'adoption des décisions sociales, etc., etc. Deuxième point, préciser l'interprétation de la règle de primauté lorsqu'elle s'appliquera. Compléter ou déroger. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que parfois, l'épaisseur du trait est quand même très fine entre les deux termes. Est-ce que si les statuts ne prévoient rien sur une question, le pacte qui va prévoir quelque chose vient compléter un vide ou vient déroger à une absence de règle qui aurait dû s'appliquer? Donc ça sera effectivement un point assez important. Peut-être serait-il sage de s'en tenir aux seules contradictions qui rendent impossible l'application conjointe de deux dispositions, respectivement des pactes et des statuts, comme c'était le cas d'ailleurs dans les jurisprudences qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour de cassation. Troisième point, clarification s'agissant des effets de l'articulation vis-à-vis de la société. Quel est le sort de l'acte contraire au statut dont on dit qu'il est invalide? Les statuts ne peuvent, enfin, les pactes ne peuvent déroger au statut, mais quelle est la conséquence? Est-ce que l'acte est inopposable à la société? Est-ce que l'acte est nul? Comment cette nullité peut être prononcée au regard de la réforme du droit des nullités, qui nous dit qu'en principe, la violation des statuts n'est pas cause de nullité d'une décision sociale, sauf si les statuts eux-mêmes prévoient autrement dans la SAS. Donc, qu'est-ce que c'est la sanction juridique de cette invalidité? Et puis ensuite, confirmer ce qu'a initié l'arrêt du 9 juillet 2025, c'est-à-dire la force de l'engagement entre les associés signataires, avec sans doute la responsabilité contractuelle, avec peut-être l'exécution forcée, comme on l'évoquait il y a quelques instants sur les conventions de vote, ce qui semble être une position qui désormais est assez récurrente du tribunal des activités économiques de Paris, ce qui, à ma connaissance, n'a pas encore fait l'objet d'arrêt de principe de la Cour de cassation, mais peut-être cela viendra-t-il. Et puis, dernier point, clarification sur la valeur des clauses qui font le lien, qui font le pont entre le pacte et les statuts. Alors, on connaissait les clauses de primauté du pacte sur les statuts. Bon, celles-là, je pense qu'elles ont un petit peu de plomb dans l'âme. Mais les clauses de renvoi entre le pacte et les statuts, quelle est la validité, quelle est la portée de ces clauses lorsque les statuts prévoient une règle sous réserve de ce qui est prévu par le pacte? Est-ce que ce qui est prévu par le pacte sera considéré comme à valeur statutaire? Pourra, par exemple, être considéré comme une violation des statuts? Parce qu'on considérera toujours, dans ce cas, que le pacte complète les statuts et qu'il n'y déroge pas. Voilà. Comment est-ce que seront reçues ces clauses? Peut-être que peut en trouver un indice, mais peut-être que je surinterprète, dans un arrêt du 6 mai 2026, rendu donc il y a quelques jours par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. La Cour a reconnu une limitation des pouvoirs des dirigeants qui était opérée dans son acte de nomination parce que les statuts stipulaient que les pouvoirs des dirigeants pouvaient être limités, qui pouvaient précisément être limités par cet acte, alors même que les statuts eux-mêmes ne prévoyaient pas de limitation et que donc c'était la règle de plénitude des pouvoirs qui aurait dû s'appliquer. Donc ce renvoi statut pacte semble ici avoir reçu un début de réception, en tout cas par la Cour de cassation. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, professeur. Je suis ravi d'entendre parler de cet arrêt. Je ne le connaissais pas encore, j'ai un peu honte de le dire. Mais... avant de vous reparler de cette jurisprudence de 2025 et de comment les praticiens l'appréhendent, je pourrais faire un petit pas de côté en deux mots sur la SAS. La SAS est devenue la forme de société, vous le savez, la plus utilisée. Je crois que c'est 70%, voire plus, des sociétés immatriculées en France. La jurisprudence, précisément celle sur la SAS. La SAS, c'est la liberté statutaire érigée en principe. Les associés décident ce qu'ils veulent faire en termes de gouvernance. Ils organisent eux-mêmes dans les statuts les organes de direction, les conditions de révocation, les modalités de décision, les majorités applicables, les modalités de transfert également. Et c'est cette flexibilité qui fait son succès auprès de tout le monde, entrepreneurs, des fonds, joint ventures, voilà.
Et tout le monde y a trouvé son compte. Et c'est précisément cette liberté statutaire qui a fait le terrain de la jurisprudence qui nous occupe en ce moment. Parce que si la loi sur la SAS nous dit il faut voir les statuts, la loi renvoie aux statuts, la question pour nous devient que se passe-t-il effectivement s'il n'y a pas que d'autres choses que les statuts. Et donc, cette jurisprudence qui a un peu mis le feu aux poudres, enfin en tout cas qui a provoqué beaucoup d'émoi chez nous, hein, qui a fait couler les dents, euh, elle dit quoi? Elle dit un dirigeant de la SAS, je parle du 9 juillet 2025, un dirigeant de la SAS, d'une SAS est révoqué dans des conditions qui ne sont pas celles prévues, mais celles qui résultent d'un dossier. Et la question posée à la Cour, c'était de savoir si une décision collective peut s'écarter de statut quand cette décision est prise c'est par les gens et intuitivement, on a envie de dire oui, puisque qui peut le plus peut le moins. Mais la Cour a répondu non, et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'elle a posé cette hiérarchie claire et nette, hein, que Jules l'a rappelé. Les statuts fixent les règles. Une décision collective peut les compléter, mais elle ne peut pas y déroger, même si les prises à l'unanimité. Autrement dit, c'est important, la primauté des statuts elle ne vient pas, c'est pas une question de quorum ou de majorité, c'est une question de nature de l'organe. Donc, ça change beaucoup de choses. Euh, ce qui déroge au statut sans passer par une modification des statuts n'est pas valable. Alors, vous comprenez immédiatement que quand on est praticien, ça a fait l'effet d'une douche froide. Encore une fois, nos pactes, pourquoi? Parce que nos pactes précisément sont remplis de clauses qui aménagent, qui complètent et qui dérogent au statut. Et là encore, pourquoi je vous parlais de la FAS et de sa liberté contractuelle? Parce que c'est un sujet central. Nous, quand on nous laisse de la liberté, on adore ça. On devient créatif, on s'engouffre, il y a un univers des possibles, on innove, on invente. Et on le fait pour le compte de nos clients. Trois exemples de clauses, on les a déjà abordés tout à l'heure, mais qu'on voit dans les pactes et qu'on ne voit pas dans les statuts. Exclure un associé quand il perd sa qualité de dirigeant de la société, hein, les fameuses clauses de leaver, c'est une clause de pacte qu'on n'inscrit pas dans les statuts. Une liste de décisions qui pourrait être valablement passée à l'Assemblée générale doit être préalablement autorisée par un conseil de surveillance à une majorité qualifiée comprenant la voix de l'investisseur. C'est-à-dire que là, on est en train de donner nommément à un associé un veto. Hein. Et un dernier exemple, peut-être la drague longue, la possibilité pour X% du capital et du droit de vote d'entraîner dans une cession forcée des associés qui n'ont rien demandé, mais dans le cadre d'une cession à 100%. Donc, on fait du sur-mesure en fonction de ce que veulent les clients, et on a fait mieux. On a décidé de sanctuariser ces règles en écrivant noir sur blanc dans le pacte, en cas de contradiction entre le pacte et les statuts, le pacte prévaudra. 90% des pactes en circulation aujourd'hui ont cette phrase, hein, sous cette forme ou une autre. Le pacte prévaut sur les statuts. Alors on comprend, hein, c'est l'accord des parties. Sauf qu'aujourd'hui, la jurisprudence nous dit stop, c'est fini. Alors, comment nous, on appréhende ça en tant que rédacteur Eh bien, déjà, une première approche, c'est cette articulation entre pacte et statut, c'est nouveau pour nous. On s'en préoccupait pas du tout, puisqu'on avait notre pacte qui était la loi des parties, les statuts pouvaient être minimalistes le cas échéant, l'articulation, ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, on est obligé de se poser la question. Donc la première chose, et le professeur Hénique le rappelait, c'est que le premier réflexe à avoir, c'est de prévoir une clause de renvoi donc, au statut, mentionner l'existence d'un acte extra-statutaire, signé entre toutes parties des associés, c'est souvent tous les associés, et signé par la société aussi, de telle façon que les statuts indiquent qu'il y a des règles qui complètent les statuts sur certains aspects et qui se trouvent dans une convention extra-statutaire. Ça mérite pas autant d'approfondissement, je pense. Mais, il y a un exemple flagrant de la raison de faire ça, c'est jusqu'à présent, typiquement, dans les statuts de SAS, on mentionne que les transferts d'actions sont libres, mais dans le pacte, on prévoit une clause de préemption qui, par définition, montre que les cessions ne sont pas libres. Alors maintenant que la jurisprudence nous interdit des clauses contraires au statut, quelle est la force obligatoire de ces clauses de préemption dans le pacte? Et c'est pour ça que la mention dans les statuts est très utile. Nous, j'ai pris le texte de ce qu'on inscrit maintenant dans les statuts. Alors maintenant, c'est parce que le 9 juillet 2025, hein,
nous, on écrit maintenant le transfert d'actions ou d'autres valeurs mobilières à un associé ou à un tiers, à quelque titre que ce soit, est libre, sous réserve du respect des stipulations de toute convention extra-statutaire qui serait conclue entre les principaux associés de la société et à laquelle la société serait partie ou signataire. Alors, intéressant, vous voyez, on ne parle pas de pacte, on dit convention extra-statutaire, ce qui nous permet de garder quand même l'intérêt de la confidentialité du pacte. Après tout, euh, on n'est pas censé, en demandant les statuts au greffe, savoir qu'il y a un pacte. Bon, alors c'est peut-être un peu hypocrite, mais en tout cas, on parle de convention extra-statutaire. Et vous voyez que la confidentialité reste aussi de mise parce que on ne dit pas qu'il existe un droit de préemption. On prévient simplement que les transferts sont libres sous réserve de. Donc, ce que ça veut dire, c'est que demain, si un associé cédant ou un acquéreur, voire la société dont elle doit passer les écritures, il ne peut pas, ces gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. En tout cas, ils sont informés qu'il y a quelque chose qui peut restreindre la cession des titres et il faut s'en assurer, sinon vous êtes de mauvaise foi. Le deuxième réflexe, c'est que puisqu'on peut décider de modifier les statuts pour les rendre compatibles avec le pacte et que c'est bien la volonté des parties, alors en pratique, c'est ce qu'on prévoit désormais. On écrit dans les pactes que si des clauses devaient se révéler en contradiction des statuts, les parties au pacte s'engagent par avance à voter en faveur d'une modification statutaire pour les rendre compatibles avec les termes du pacte. Alors, tout de suite, on a le réflexe de se dire, attention, convention de vote, effectivement, Julien l'a rappelé, la validité de ces conventions de vote, c'est quelque chose d'encadré, de fragile. Quand on rédige l'engagement de voter une mise en conformité des statuts, on doit l'encadrer, donc on doit l'encadrer avec un objet précis. L'objet, c'est assez simple finalement, c'est voter la modification statutaire rendant les statuts compatibles avec le pacte. On doit prévoir une durée qui sera alignée sur celle du pacte, et un mécanisme évidemment qui organise les conditions du vote. Alors, vous allez me dire, c'est bien une convention de vote, mais si l'associé ne tient pas parole, on ne va pas le forcer à lever la main. Voilà, alors on peut imaginer d'introduire des clauses pénales dissuasives, des promesses de cession. J'ai entendu que la validité des conventions de vote en contentieux est de plus en plus utile, exécutoire. Je n'ai pas le terme de mon confrère de contentieux, mais je dirais qu'aucun système de toute manière n'est parfait. Et la réponse pour moi la plus intéressante, elle tient dans une différence fondamentale entre les statuts et le pacte. Là où le pacte impose l'unanimité, article 1165 du Code civil, on ne peut modifier qu'avec l'accord de toutes les parties. Eh bien, les statuts, eux, peuvent être modifiés avec une simple majorité. Alors, dans les SAS, c'est souvent 2 tiers par imitation de la SA, on peut prévoir autre chose. Et alors, il suffira donc d'une majorité pour modifier les statuts. Vous n'aurez pas besoin d'unanimité. Donc, un récalcitrant qui aurait accepté la convention de vote, mais qui aurait changé d'avis entre-temps, eh bien, il ne pourra pas bloquer, sauf s'il détient une minorité de blocage, plus d'un tiers des droits de vote, ou sauf s'il arrive à se liguer avec d'autres associés qui, tous ensemble, détiendraient plus d'un tiers des droits de vote. Eux, en tout état de cause, ces associés qui auraient refusé cette modification statutaire, ils s'exposent à des poursuites judiciaires de la part des autres associés, puisqu'ils sont en violation des termes du pacte, hein, quand même. Mais bon. Alors, là, vous voyez qu'on est un peu dans l'inconnu, puisque c'est une nouvelle pratique des pactes. Avant, on s'en fichait, hein, on écrivait tout le pacte l'emportait. Et c'est pour cette raison, probablement, enfin, notamment pour cette raison, qu'on a encore beaucoup de confrères qui refusent de prendre acte de cette jurisprudence et qui continuent de dire que les associés ont signé un pacte d'associés qui contient des règles qui s'imposent à eux, qu'il n'y a pas lieu de confirmer ces règles, ni par une modification statutaire, ni même par une décision entre eux. Mais ce sujet va continuer à venir devant les tribunaux. Et pour moi, l'avocat rédacteur de ces actes ne pourra plus dire qu'il ne savait pas. Donc, chacun assumera sa position. Alors, il est vrai quand même qu'à l'inverse, on est parfois trop prudent. On est parfois trop prudent. Le sujet sur la durée est très intéressant. Le professeur Hennick a rappelé 2023 puis 2026. La Cour nous dit finalement, vous pouvez prévoir une durée de la durée restant à courir de la société, donc pourquoi pas 99? Et elle vous dit même, s'il n'y a aucune durée explicite dans le pacte, eh bien, c'est par défaut la durée de la société. Ça, c'est très surprenant. Pour nous, c'est une bonne surprise. Je ne vous cache pas hein, que quand, normalement, vous n'oubliez pas de prévoir une durée dans vos pactes. Ça n'arrive généralement pas, mais bon. En tout cas, si on revient à notre sujet d'articulation de statut et de pacte,
Pour moi, l'attitude la plus raisonnable, et j'en finirai par là, c'est, compte tenu de cette jurisprudence récente, en tout cas, c'est ça qu'on a choisi dans mon cabinet. Je la résume en 4 points. Un, nos statuts désormais mentionnent l'existence d'une convention entre associés qui complète les statuts sur certains sujets. Deux, dans le pacte, on précise que le pacte contient des clauses qui viennent compléter les statuts, hein, on fait le lien des deux côtés. Trois, on précise que le pacte ne déroge pas à la bonne application des statuts, ne doit pas le faire. Et quatre, si d'aventure des clauses du pacte étaient considérées comme contradictoires aux clauses des statuts, il faudra modifier les statuts, ce à quoi les signataires du pacte s'engagent expressément par avance. Alors, Julia l'a rappelé, pour l'instant, la jurisprudence ne concerne que la gouvernance et encore certains aspects de la gouvernance, et puis la durée, bien sûr. Alors, puis des règles relatives au transfert des actions. Elles ne seraient pas concernées. Alors, c'est intéressant parce que pour nous, c'est très sensible. Ce que je rédige aujourd'hui, est-ce que ce sera valable dans 2, dans 5 ans? Si demain, la Cour étend son raisonnement au transfert des actions, les clauses de préemption, les clauses d'inaliénabilité, ça c'est le cœur de nos pactes. Les rédacteurs qui auront d'ores et déjà aligné statut et pacte auront protégé les intérêts de leurs clients, et les autres devront répondre dans l'urgence. Donc, pour moi, anticiper l'extension de cette jurisprudence, je ne dis pas que j'appelle de mes voeux, je dis l'anticiper. Et bien, pour moi, c'est de la prudence, c'est pas de la timidité. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Je vous remercie. État actuel du contentieux, 3 questions auxquelles il m'appartient de répondre. Comment les statuts s'invitent dans le contentieux des pactes? La jurisprudence faisant primer les statuts en matière de direction de SS s'applique-t-elle à d'autres formes sociales et à d'autres cas? Et puis, quelles sont les conséquences en termes de sanctions de la primauté des statuts sur les pactes? Dit autrement, qui a signé pour demander quoi? Je commence par la troisième question. Qui a signé pour demander quoi? 5 arrêts, et pardonnez-moi, que je vais citer, c'est un peu énumératif, et je vais les citer par ordre chronologique, mais il me semble important pour la démonstration que je souhaite vous présenter. 5, dont 3 ont déjà été cités par le professeur Heinick. Le premier, c'est l'arrêt de la Chambre commerciale du 12 octobre 2022, avec des statuts qui prévoyaient la révocation du dirigeant ad nutum, un dirigeant qui bénéficiait toutefois d'une contre-lettre de l'actionnaire unique qui s'engageait à ce que la société l'indemnise si la révocation était sans motif. Il est révoqué ad nutum conformément au statut. Il initie une action indemnitaire contre la société et il est débouté car les statuts ont été respectés. La deuxième décision, c'est une décision du tribunal de Paris du 6 septembre 2024. Je rassure, Monsieur le Président, elle a été rendue dans des délais extrêmement brefs, avec des statuts qui prévoyaient que les décisions sociales seraient prises à la majorité des 3 quarts. Le pacte, quant à lui, prévoyait que les décisions sociales seraient prises à la majorité simple, avec la clause habituelle évoquée par mon confrère Marcheteau. En cas de conflit statut-pacte, le pacte prévaudra entre les parties. Il y a une décision de révocation du dirigeant lors de l'Assemblée générale annuelle qui est approuvée à 55,33% des voix. Il y a donc une violation des statuts, mais c'est une décision qui est conforme au pacte. Et vous avez le dirigeant qui va agir cette fois-ci en nullité contre la décision sociale de révocation et va demander son rétablissement dans ses fonctions. Et le tribunal de Paris va lui donner raison sur le fondement de l'article L227.9 qui rappelle que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Je le dis tout de suite, la nullité ne sera finalement pas prononcée car la société, et c'est le cas d'espèce, était en liquidation judiciaire. Le troisième cas, qui est un arrêt de la Chambre commerciale du 18 septembre 2024, qui concerne la révocation du dirigeant de la société Aigle Azur. Vous aviez le dirigeant qui avait été révoqué conformément au statut par une décision de l'actionnaire unique, mais en violation du pacte, parce que le pacte prévoyait que les décisions de révocation nécessitaient au préalable la réunion d'un comité stratégique. Action indemnitaire initiée par le dirigeant contre l'actionnaire unique et le président de l'actionnaire unique pour violation du pacte, et le tribunal, comme la Cour, lui donnera raison au titre du dommage moral. Les 2 derniers arrêts, ce sont les 2 arrêts du 9 juillet 2025. Le premier avec les références 2410, 428, vous aviez des statuts qui prévoyaient la révocation ad nutum, et vous avez une décision postérieure en Assemblée générale, prise à l'unanimité, qui prévoyait des cas de révocation différents, en tout cas des hypothèses de révocation. Vous avez un dirigeant qui va être révoqué ad nutum et qui va initier l'action indemnitaire contre la société. Il va obtenir gain de cause devant les juges du fond, mais l'arrêt va être cassé en ce qu'il avait jugé que la révocation était intervenue sans juste motif.
En gros, les statuts devaient impérativement prévaloir. Et le dernier arrêt, qui est à nouveau du 9 juillet 2025, vous aviez à nouveau encore des statuts qui prévoyaient une révocation ad nutum. Vous aviez un pacte et un protocole d'investissement postérieur qui prévoyait l'engagement des signataires de s'assurer que le directeur général ferait l'objet d'une indemnisation par la société s'il était révoqué prématurément, c'est-à-dire avant l'expiration d'un délai de 2 ans. Évidemment, le DG va être révoqué avant l'expiration de ce délai de 2 ans. Il initie une action indemnitaire contre les signataires du protocole d'investissement. Il va être débouté par la Cour d'appel pour les mêmes motifs que l'arrêt qui a été rendu en 2022, parce que la Cour considère que la stipulation du protocole d'investissement déroge au statut. Cassation parce que, selon la Cour, la Chambre commerciale, ce protocole ne contenait qu'un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour qu'une indemnité soit finalement versée. 5 décisions, 4 dans le cadre desquelles un pacte a été violé, une dans le cadre de laquelle les statuts ont été violés. C'est malheureusement pour le cas, moi je n'ai trouvé que ça, une décision de première instance avec la particularité de ce que la société était en liquidation judiciaire. Alors, quels enseignements tirer de ces 5 décisions qui sont, à mon sens, les plus récentes? Dit autrement, que demander et contre qui? Je pense qu'il faut distinguer 2 cas. Le premier cas, c'est celui dans lequel les statuts ont été violés. Le second cas, c'est celui dans lequel le pacte a été violé. Lorsque les statuts ont été violés, la question de la nullité évoquée par le professeur Annick me semble aujourd'hui difficile. La voie avait, semble-t-il, été ouverte par la décision du tribunal de Paris du 6 octobre 2024 sur le fondement de l'article 227.9, mais qui, très modestement, et je suis évidemment ouvert à la contradiction, me semble difficile aujourd'hui, puisque vous avez une abrogation dernier alinéa de l'article L227.9, qui fait que, selon moi, il n'est pas possible de fonder la nullité d'une décision collective de SAS sur la seule violation des statuts. La seule possibilité désormais serait donc, me semble-t-il, de prévoir dans les statuts que les décisions sociales relatives à la direction de SAS prises en violation des statuts encourent la nullité, ce qui me paraît faisable sur le fondement de L227.21. Mais demeurerait, dans tout état de cause aujourd'hui, le triple test qui est désormais prévu par 1844-12.1, grief du demandeur, influence de la violation sur la décision et proportionnalité avec l'intérêt social. Donc, je crains que la nullité soit très difficile à obtenir. Voie indemnitaire, oui, évidemment, à mon sens, mais contre qui? Dans le cas de la violation des statuts, contre la société, à mon sens, à l'évidence, pour les actionnaires qui auraient voté une délibération de statut. Classiquement, la seule circonstance qu'une décision collective soit prise en méconnaissance d'une stipulation statutaire par elle-même, la responsabilité de l'actionnaire qui a voté cette décision, sauf à démontrer évidemment une faute détachable, mais on n'est pas à l'abri d'une évolution de la jurisprudence sur ce sujet. Le second cas, c'est celui de la violation du pacte, et là, matière évidemment dans les dernières rendues par la Chambre commerciale. Je vois, moi, dans les 5 décisions que je vous ai présentées, 3 cas distincts. Le premier cas, c'est celui de l'arrêt du 9 juillet 2025 sous les références 2410-428 avec une décision de l'Assemblée générale postérieure au statut qui aménageait un cas de révocation différent des prévisions statutaires. Si cette jurisprudence est maintenue, telle que je la comprends, il me semble impossible d'agir en responsabilité contre la société puisqu'elle a respecté ses statuts. Il me semble délicat également d'agir contre l'actionnaire ou les actionnaires qui auraient voté une résolution plus favorable aux dirigeants évincés, mais qui ne s'appliquerait pas du fait de la supériorité des statuts. Le deuxième cas, c'est l'autre arrêt du 9 juillet 2025, où vous aviez l'engagement personnel des signataires dans le protocole d'investissement. Il ne me semble pas qu'il soit possible de poursuivre la société, qui même n'a commis aucune faute. Il y aurait néanmoins une action possible contre les promettants, ceux qui se sont engagés. Mais ce serait dans ce cas-là pour le dirigeant une perte de chance. Et laquelle? Ce serait, semble-t-il, et le professeur Annick l'a évoqué, la perte de chance de modifier les statuts pour qu'ils soient conformes à l'engagement et que le directeur général puisse percevoir son indemnité. Et dans ce cas, j'évoquais la problématique de la rédaction en introduction. Je pense qu'il faudra être extrêmement attentif à l'engagement des actionnaires. Dans le protocole d'investissement, vous avez un engagement des actionnaires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du directeur général prévoit le versement d'une indemnité par la société. J'y vois différentes difficultés. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'engagement en tant que tel de modifier les statuts, sauf à considérer qu'il s'agit évidemment d'une convention de vote et qu'elle pourrait faire l'objet d'une exécution forcée. Et cette exécution forcée aurait, à mon sens, dû avoir lieu avant que la révocation n'ait elle-même eu lieu. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié dans l'arrêt, mais les signataires de cet engagement, qui sont dans un protocole d'investissement, disposaient-ils de la majorité statutaire pour modifier les statuts? Et puis, vous avez évidemment le premier arrêt, pardonnez-moi, du 9 juillet 2025, qui vous dit qu'en tout état de cause, une décision d'Assemblée générale postérieure n'est pas de nature à déroger au statut.
C'est un arrêt de cassation, arrêt de cour d'appel de renvoi, à scruter avec attention et qui pourra peut-être justifier une conférence à lui tout seul. Troisième cas, c'est le dernier, celui de l'arrêt du 18 septembre 2024, le dossier Aigle-Azur. Vous avez un actionnaire unique qui a violé brutalement une clause du pacte qui prévoyait la réunion d'un comité stratégique antérieur à toute révocation. Bon, moi, dans ce cas, évidemment, il faudra voir pour chaque dossier le pacte d'actionnaires, mais j'imagine assez bien une action indemnitaire contre le président, qui la plupart du temps dans les pactes est celui qui a le premier le pouvoir de convoquer les comités stratégiques et de les présider, et puis aussi peut-être une action en responsabilité contre les membres du comité stratégique qui étaient également actionnaires et qui auraient participé à la décision sociale de révocation de dirigeants en violation du pacte. Voilà pour ces quelques remarques sur le contentieux indemnitaire qui pourrait découler de ces décisions récentes. Un mot sur le point de savoir si la primauté des statuts sur les pactes dans la direction des SAS a vocation à s'appliquer à d'autres formes sociales et à d'autres contentieux. Je pense qu'il y a des gens ici présents qui sont peut-être plus compétents que moi pour avoir un avis structuré. Moi, la plupart du temps, quand je conseille mes clients, je m'en remets à la doctrine académique et aux décisions déjà rendues. Je vais essayer néanmoins de faire preuve de prospective. L'idée qui serait la mienne, si je devais m'interroger dans le cadre d'un conflit, si je vais pouvoir soulever la question de la primauté des statuts sur les pactes, serait de regarder les décisions qui ont été rendues, et notamment celles de 2022 et 2025, qui sont fondées sur L227.5, qui disent que les statuts déterminent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Bon, eh bien dans ce cas-là, si je me trouve dans une SAS, dans une SARL ou dans une SA, je regarderai tous les textes et je verrai si, à mon cas, ça applique un texte qui commence par les statuts fixes, les statuts déterminent, qui se termine par dans les conditions prévues par les statuts ou encore par à moins que les statuts prévoient. Et dans ce cas-là, je suppose que j'essaierai de développer un moyen, s'il est évidemment utile à la défense de mon client, pour dire que les statuts prévalent ou au contraire que le pacte peut déroger. Mais dans ces cas-là, effectivement, je pense quand on a ces textes-là, que j'ai volontairement pris, statut fixe et dans les SAS, les conditions prévues par les statuts, c'est également dans les SAS, et à moins que les statuts prévoient, c'est dans la SARL, s'agissant des conditions de majorité des décisions sociales. On peut évidemment, dans ces cas-là, à mon sens, considérer qu'il pourrait y avoir une primauté des statuts sur le pacte, mais qui peut, et je crois que ça a déjà été évoqué, être assez régulièrement contourné pas le bon, complété par un pacte, s'agissant notamment des conditions de majorité pour les décisions sociales, non pas évidemment par le droit de veto dans un pacte qui pourrait être contraire au principe de majorité fixée, mais au contraire par une convention de vote dont il s'agirait d'un engagement de l'actionnaire dont l'objet serait distinct de celui prévu au titre des règles de majorité, qui pourrait être donc prévu comme un complément. Je pense, en pensant à ça, je pense à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 qui s'était prononcé sur la question de la distinction entre les clauses d'exclusion dans les statuts et les promesses de cession dans les pactes, et de dire que l'un et l'autre n'avaient aucun rapport puisqu'elles n'avaient pas le même objet. Alors, un mot, avant de terminer, peut-être un petit peu, je me dépêche. Sur le renvoi au statut, il y a un arrêt récent qui paraissait pertinent de la Cour d'appel de Paris du 14 novembre 2024, qui était un bel exemple de renvoi au pacte, puisque vous aviez le même jour des statuts modifiés et un pacte qui avait été signé. Le pacte prévoyait un droit de préemption, pardonnez-moi, au bénéfice des actionnaires, mais les statuts modifiés ne prévoyaient pas de droit de préemption, mais par contre renvoyaient au pacte s'agissant des règles de mutation des titres. Il y avait une cession d'actions au bénéfice d'un tiers sans respecter le droit de préemption, une action des actionnaires préjudiciés pour être substituée dans les droits du cessionnaire. Le cessionnaire de pacte déroger au statut que la préemption était, et le tribunal puis la Cour, au contraire, de considérer que c'était un complément valable fait par le pacte grâce au renvoi prévu dans les statuts et de substituer les actionnaires qui n'avaient pas pu bénéficier du droit de préemption aux cessionnaires qui avaient dû bénéficier de la cession sans respect du droit de préemption. Il est 19h17, il est pour moi temps de coup. Merci à tous les trois, d'abord, pour vos interventions. On voit qu'il y a une vraie incertitude. Moi, je suis, pas étonné, mais ravi d'entendre que finalement, il y a une résistance même de certains praticiens. Ça veut dire qu'on va avoir un contentieux et ça va répondre aux demandes du professeur Hénique, puisque la Cour finira par être saisie pour statuer et compléter ce dispositif. Mais j'imagine que ces débats ont suscité des interrogations ou des questions de certains d'entre vous. Lorsqu'il y a des questions dans la salle. Il y a un micro qui se trouve là, si quelqu'un veut s'en saisir.
ou des observations, peut-être des compléments, des dérogations portées. Ou des compléments, des réactions. Oui, j'ai une question. Euh, Dans le cadre des sessions d'entreprise en difficulté, on sait que les clauses d'agrément sont réputées non écrites lorsque il y a un plan de cession. En revanche, parfois, il advient que un jugement de cession ordonne la cession des titres de participation d'une filiale. Et dans ce cas-là, il n'y a pas cette disposition légale qui prévoit donc la suppression du droit d'agrément. Mais c'est pourtant parfois très embarrassant parce que ce droit d'agrément n'est pas purgé. Or, cette décision, elle résulte d'un jugement, d'une décision judiciaire. Je voulais savoir si vous aviez des expériences en cette matière-là. Pour ma part, j'ai tenté le séquestre judiciaire amiable, le temps de purger le droit le droit de préemption, l'agrément, etc. Mais cela m'a été refusé, mais on n'a pas formé de recours. Je voulais savoir si vous aviez des expériences à ce sujet. Visiblement, aucun de nous n'a expérimenté le sujet, donc on ne peut pas commenter utilement, j'ai l'impression. Ça veut dire qu'il faut qu'on se renseigne. Ouais. Il y a de réponse absolue, mais effectivement. Non, je n'ai jamais été confrontée effectivement à cette question, donc je ne peux pas avoir d'expérience de retour sur le sujet, mais peut-être qu'on peut ouvrir à la salle si certains des praticiens présents ont des pratiques, des idées différentes que celles que Non, mais vous avez évoquées. votre question, elle renvoie aussi sur la façon dont procéduralement on peut préserver les droits. Et donc là, vous avez dit un séquestre, bon, il n'a pas forcément fonctionné, mais on est souvent confronté à des nécessités de préserver des droits. Et alors, sur ces sujets qui sont plus des sujets processuels que des sujets de fond, c'est plus facile de changer les textes, si toutefois il convient de les changer. Là, je ne suis pas sûr que ça soit le cas, parce que ni les uns ni les autres n'avons été confrontés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vrai sujet. Professeur Bandero, qui était resté silencieux, c'était inquiétant. Non, je suis resté silencieux parce que j'ai écouté et c'était très intéressant. J'avais une Trop question. gêné par les applaudissements de derrière. Oui, oui, Parce qu'on a compris que c'était c'était pour nos intervenants. Non, j'avais une question qui était liée c'était au démarrage qu'on en a parlé plus tôt, c'était cette pratique qui était assez tentante, qui serait d'aller chercher le juge, et je crois que c'est toi, Patrick, vous, Monsieur le Président, qui l'avez évoqué, l'idée qu'on puisse désigner un mandataire ad hoc, et Julia, tu en as aussi parlé, un mandataire ad hoc pour pourquoi pas exercer un droit de vote. Finalement, la réforme du droit des contrats a permis l'exécution forcée du contrat en nature. Est-ce que l'exécution forcée en nature la plus aboutie du pacte, ça serait pas d'aller voir le juge pour lui demander qu'il nomme un mandataire ad hoc qui dessaisira les partis qui ne veulent plus exécuter le pacte de leur droit de vote et qu'ils votent dans un sens conforme au pacte, espérons dans un sens conforme à l'intérêt social, mais puisque on s'autorise déjà ça depuis longtemps en matière d'abus du droit de vote, est-ce que l'abus du pacte, qui serait une inexécution du pacte, est-ce que c'est un instrument qu'on pourrait facilement obtenir? Et comme on a parmi nous toute la justice commerciale au grand complet, on va pouvoir avoir une réponse qui nous dispensera d'aller plaider et d'aller attendre que les décisions tombent. Alors, ça commencera par le tribunal, bien sûr. Alors moi, je dis que c'est ouvert, c'est même ouvert sur requête, et on peut prononcer, mais en rétablissant très vite le contradictoire. Il faut s'assurer de rétablir tout de suite le contradictoire. Et s'il y a une urgence, on peut traiter peut-être la chose par requête. Et à nouveau, juste un conseil praticien et processuel,
ne jamais faire nommer des mandataires judiciaires. Ils n'ont pas qualité pour ce faire, uniquement des administrateurs judiciaires. Voilà, mais sur le fond, je me tourne vers Madame la professeure. Juste moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je ne vois pas ce qui s'y oppose au titre du droit des contrats. Les seules exceptions prévues par le Code civil en matière d'exécution forcée, c'est l'impossibilité. Je ne vois pas en quoi ça serait matériellement ou juridiquement impossible. Et la deuxième exception, c'est la disproportion, avec le coût manifestement disproportionné. Et là encore, je ne vois pas trop dans quelle hypothèse ça pourrait s'appliquer. Sur donc le terrain du droit des sociétés, donc sur le terrain du droit des contrats, je ne vois pas de difficulté. Sur le terrain du droit des sociétés, a priori, je n'en vois pas non plus, du moment, j'allais dire, que la convention de vote est valide, puisque l'une des conditions de validité de la convention de vote, c'est le respect de l'intérêt social. Donc, dès lors que la convention respecte l'intérêt social, qu'elle est proportionnée, enfin les conditions qui sont classiquement admises, même si on n'a pas de jurisprudence très très claire, mais bon, on a quand même voilà, des conditions qui se dégagent. Dès lors que la convention de vote est valable au sens du droit des sociétés et que son exécution n'est pas impossible au sens du droit des contrats, je ne vois pas ce qui, en tout cas d'un point de vue purement juridique, s'y opposerait. Mais c'est que mon avis. Ça me paraît possible et je pense même qu'il y a une décision de la Cour d'appel de Paris sur le sujet. Je suis plus certain des références, mais je ne manque pas d'essayer d'identifier. Mais je pense qu'il est effectivement possible de faire désigner un mandataire ad hoc pour exercer les droits politiques d'un associé. Et je pense même que dans cette décision, il n'y avait pas forcément même de convention de vote. C'est pour ça qu'elle mérite d'être revue. Oui, je voudrais juste vous livrer une expérience dans ce domaine, Monsieur le Président, pas devant votre juridiction, mais exactement le même sujet de désignation d'un mandataire pour exercer le droit de vote. Et je dois à la vérité de dire que la juridiction concernée m'a suivi, mais partiellement, en ce sens que le mandataire a été désigné, mais il lui a été une instruction précise conformément à l'intérêt social et exclusivement conformément à l'intérêt social, ce qui lui donnait la liberté ou pas de suivre les stipulations du pacte. Ce sujet est devant une cour d'appel en province. D'autres questions? Oui, il y a une question de la salle de la part de Monsieur David Martel. Après l'arrêt du 11 mars 2026, le droit français devient le seul droit en Europe appliqué jusqu'à 99 ans, dans le silence des associés. Parfaitement d'accord avec la nécessité d'appliquer cette durée à toutes les stipulations et surtout les plus sensibles, mais comment faire sans droit spécifique? Peut-on au moins envisager de s'inspirer du droit 6 et du droit allemand avec un contrôle judiciaire des durées excessives? Alors, je ne sais pas si la question de la limite des durées excessives s'applique au pacte en eux-mêmes ou aux stipulations qu'il renferme. Si la question c'est celle des stipulations qu'il renferme, oui, effectivement. Je disais tout à l'heure, je pense qu'en fonction des obligations concernées, il faut s'assurer que la durée ne porte pas une atteinte excessive aux droits fondamentaux des associés, des signataires qui y ont consenti. Et ça peut être le droit de propriété au travers d'une clause d'inaliénabilité. On voit mal comment, dans les statuts d'une SAS, ça serait limité à 10 ans par la loi et que dans un pacte, on pourrait prévoir une clause d'inaliénabilité de 99 ans. Enfin, ça, je pense que ça serait quand même voilà, manifestement excessif comme le remarque la question, et je crois que le président Vigneault veut également intervenir. Une précision, Vincent Vigneault, président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, une précision sur ce dernier arrêt. La question n'était pas tant de la durée, mais la question de savoir si le pacte était à durée déterminée ou indéterminée. Vous savez que le Code civil prohibe les obligations perpétuelles. Et dans ce pacte, les parties avaient omis, je suppose par imprudence, de préciser la durée. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on avait des éléments extrinsèques au pacte qui permettaient de considérer que, en réalité, il avait une durée déterminée. Parce que vous savez que quand un contrat est à durée indéterminée, parce que le Code civil prohibe les obligations à durée indéterminée, bah, chaque partie a la possibilité de sortir, de dénoncer de façon non fautive, sans risque, et sortir de la convention, sauf respecter
les formes que celle-ci peut avoir prévues pour résilier unilatéralement. En matière de pacte d'associés, au regard du nombre de pactes qui sont conclus, on voit bien que ça répond à la pratique parce que ça apporte une certaine plasticité, une capacité d'adaptation aux évolutions de la société. Et les partis ont besoin de sécurité, de stabilité. Offrir à une partie la possibilité de sortir à tout moment du pacte en raison de sans doute, les parties ne l'ont pas voulu au moment de la signature, uniquement parce qu'elles n'ont pas prévu une durée, c'était fragiliser un nombre considérable de pactes d'associés. Et finalement, de permettre à des parties de bénéficier, parfois de mauvaise foi, d'un effet d'aubaine. Donc, ce que la Chambre commerciale a dit, c'est que le fait que ce pacte soit relié à des statuts fait que implicitement, mais nécessairement, dès lors que les parties n'ont pas souhaité dans le pacte préciser la durée de celui-ci, c'est qu'il s'inscrivait implicitement mais nécessairement pour la durée restant à couvrir de la société. Et donc, c'était un contrat à durée déterminée. Et comme c'est un contrat déterminé, ben, les parties ne peuvent pas s'en défaire unilatéralement. C'est uniquement cette question que nous avons souhaité, à laquelle nous avons souhaité répondre. Bien évidemment, rien n'empêche les parties, lorsqu'elles concluent un pacte d'associés, de prévoir une durée et de prévoir éventuellement son renouvellement. Mais très souvent, les pactes d'associés sont faits pour accompagner des opérations d'investissement. Il va de soi que les parties ont besoin de stabilité et de sécurité pour sécuriser leur investissement. Juste deux mots sur la question de la question qu'on a évoquée tout à l'heure des pactes d'associés qui dérogeraient au statut. Alors, vous savez, lorsqu'on est saisi d'une question nouvelle, nous examinons toujours quels sont les arguments de logique juridique qui peuvent aboutir à telle ou telle solution. Parfois, ces arguments de logique juridique peuvent aboutir à différentes solutions. Ici, c'est vrai qu'il y a une sorte de hiérarchie des normes. On a dit le mot hiérarchie entre le statut qui est en quelque sorte la loi des associés. Et c'est la loi parce qu'elle s'applique pas seulement aux associés, mais elle est également opposable aux tiers. Elle est publiée, ce statut sont publiés, contrairement au statut. Et on fait également la balance entre les avantages et les inconvénients de telle ou telle solution. Imaginez qu'on ait fait prévaloir les statuts, le pacte sur les statuts. Que se serait-il passé? Là, on est dans une hypothèse où tous les associés sont partis au pacte. Et que se passerait-il s'il y avait d'autres associés qui entraient ou qui sortaient? Comment ce pacte serait opposable à ces associés? C'est un exemple. Autre exemple, nous avons une procédure de sauvegarde. En matière de sauvegarde, on peut modifier les statuts. Mais les parties ne sont pas concernées par la sauvegarde. Elles sont concernées indirectement, mais elles ne sont pas parties à la procédure. Comment le tribunal pourrait modifier le pacte d'associés qui est signé entre deux parties qui ne font pas l'objet de la sauvegarde? Donc, vous voyez que quand on additionne tous les éléments les uns à côté des autres, on se rend compte qu'il y a plus d'avantages à faire primer le statut sur le pacte que l'inverse. Et je suis d'accord que la prochaine question qui se posera sera du statut qui, non pas déroge au pacte, là c'est vrai que c'est très facile, mais le pacte, pardon, qui déroge au statut, mais le pacte qui complète le statut. Quelle est son opposabilité aux autres associés qui ne sont pas partis au pacte? Quelle est l'opposabilité aux tiers qui ne sont pas partis au pacte? Quelle est l'opposabilité au tribunal saisi d'une demande de sauvegarde? Merci. Je crois, Monsieur le Président, que ce sera le mot de la fin. Il me reste simplement comme traditionnellement, vous préciser les prochaines échéances, puisque nous
revenons pour une conférence le 21 septembre dont le thème portera sur les ordonnances sur requête 145. Monsieur le Président, ça va vous intéresser. Exigences pratiques et procédurales, secret des affaires, loyauté, contradictoire, différé. Ça, c'est pour septembre. Pour octobre, les assises de la prévention de droit et commerce se tiendront cette année à Montpellier, à la faculté de droit. Et il me reste, avant de vous inviter autour d'un verre, à remercier bien chaleureusement Denis Marchetto, Romain Giraud et Julia Hennick, et bien évidemment, Monsieur le Président Théo de Paris, c'est hier. Merci beaucoup et merci à vous.